Bonsoir à tous. À la une de ce journal sénatorial 2018, l'heure est désormais à l'examen et au redressement des procès-verbaux élaborés lors du dépouillement des bureaux des bulletins de vote le 25 mars 2018. La Commission générale de recensement des votes est appelée à travailler en toute indépendance. C'est l'une des assurances que donne le Conseil constitutionnel. Vous les écouterez en ouverture de ce journal. Alors que le président de la République du Cameroun a apprécié le développement industriel du bambou et du rotin en Chine, la réalité est tout autre au Cameroun. La vente des meubles en rotin a chuté, la créativité des artisans locaux s'effrite devant l'invasion des meubles importés. Malgré le fort potentiel économique de cette filière, les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues. La professionnalisation et l'encadrement des artisans locaux sont quasi inexistants. C'est l'enquête du 20h ce jour. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La Commission générale de recensement des votes est déjà à pied d'œuvre pour sa sénatoriale 2018. À peine installés, ses membres ont été appelés à examiner et redresser les suffrages exprimés le 25 mars 2018. Le président du Conseil constitutionnel qui les a rassurés, les a appelés à travailler en toute indépendance et dans un délai de 5 jours, tel que prévu dans le code électoral. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Après l'élection sénatoriale du 25 mars dernier, la mécanique pour la proclamation des résultats de ce scrutin se met en place. En ce sens, la Commission générale de recensement des votes a été installée à Yaoundé par le président du Conseil constitutionnel. D'emblée, la composition de la Commission générale de recensement des votes a été déclinée et dans la foulée, des noms ont été mis sur les visages. Président, un membre du Conseil constitutionnel, membre, 2 magistrats de l'ordre judiciaire, 5 représentants de l'administration, 5 représentants d'Élections Cameroun, 1 représentant de chaque parti politique en compétition. Président, M. Essondé Émile, M. Adama Omar Marc, M. Epouli Mathias Alou. Par ailleurs, les missions de la Commission générale de recensement des votes ont été précisées. La Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes. Au but des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par la Commission départementale de supervision. En tant que Commission régionale de supervision, elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. Les représentants des partis politiques annoncent qu'ils vont se montrer à la hauteur de la tâche. Nous sommes là pour représenter nos partis politiques respectifs, mais le travail qu'on fait est au-delà des partis politiques. C'est un travail républicain, un travail qui va permettre à ce Conseil constitutionnel de pouvoir statuer sur le contentieux électoral. Ça veut dire qu'on doit faire un travail de qualité. La Commission générale de recensement des votes des sénatoriales 2018 dispose d'un délai de 5 jours pour adresser une copie de son rapport au Conseil constitutionnel, à qui il restera dès lors 10 jours pour proclamer les résultats des sénatoriales. A noter aussi qu'avec l'entrée en vigueur du Conseil constitutionnel, les partis politiques ne pourront plus être appelés à s'exprimer sur les cas de contestation devant la Commission générale de recensement des votes. Ce rôle étant désormais dévolu au juge constitutionnel. Une opération de contrôle des vins et spiritueux a failli dégénérer au centre-ville de Douala. Des commerçants qui se sont opposés à la saisie de leurs produits disposant des vignettes douteuses. Des éclats de voix ont été entendus à la suite d'une escalade verbale
en plein centre-ville de Douala. Auréal Toumi et Innocent Abega. Des cris stridents, une mobilisation des jours peu ordinaires. En rang de bataille, une quarantaine de commerçants s'opposent aux douaniers. Douala-Bar est sous haute tension. La commission conjointe, délégation régionale du commerce pour le littoral, douane camerounaise, a connu des frayeurs. Toute une unité de la douane bloquée dans un commerce de liqueurs et aidée par un commissaire de police à se tirer d'affaire. Quand ils sont arrivés, nous avons demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils ont une opération coup de poing. Particulièrement nous commerçants, on connaît parce qu'ils ont coup de poing. Alors quand ils sont entrés dans la première boutique, ils enlèvent les produits avec les vignettes. Et quand ils déposent ce produit, ils ont leur appareil, les téléphones, ils mettent sur la vignette, ils nous disent telle vignette ne devait pas être sur la bouteille, mais ça devait être sur une autre bouteille. Nous avons demandé, est-ce que cette vignette-là porte la marque de l'importateur? Ils disent oui. Mais on dit, nous avons dit, il est possible que au moment d'apposer ces vignettes au port, une vignette qui est destinée pour une bouteille peut aussi se retrouver, parce que c'est un importateur au moins sans variété de produits, ça peut se retrouver sur un autre produit. Mais ce n'est pas nous qui allons subir. La cause de la colère, le mot d'ordre, trop c'est trop, lancé par le comité de gestion du marché. Vraiment, les commerçants sont harcelés depuis ces derniers temps. Ça ne fait pas 2 semaines comme la brigade est recherchée sur le terrain pour ramasser les produits, disant que c'est des produits qui viennent du Nigeria. Mais on leur pose la question, est-ce que ces produits n'ont pas été manufacturés? Notre problème, c'est que nos produits ne peuvent pas sortir du rayon. Nous ne pouvons pas laisser partir nos produits quand nous avions les factures de ces produits-là. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas arrêter les fausses vignettes ou bien les produits non stampés. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Mais les produits stampés avec la vignette conforme, nous ne pouvons en aucun cas laisser aucune bouteille partir. Il se pose ici un problème de conformité des vignettes selon certains. Mais pour des commerçants, la douane sait où se trouve le problème. On te demande la facture d'un produit que tu as acheté il y a 8 ans, 10 ans. On va retrouver cette facture-là où? Et comment? Par rapport même à la vignette, il y a des produits sur les bouteilles qui datent déjà de plus de 8 ans au rayon. Parce que les gens croient peut-être que quand on achète aujourd'hui, c'est pour vendre demain. Il y a des produits sur le rayon là qui ont fait 10 ans. On leur fait comprendre que voici la maison qui représente ce produit. Allons donc là-bas, si ce n'est pas eux qui nous ont vendu ce produit. Les commerçants pensent que l'opération vise à remplir les caves des autorités véreuses. Elles disent subir à chacune de leurs descentes des pertes inestimables. Beaucoup de pertes d'abord quand ils viennent et saisissent comme ça. Les bouteilles qui sont parties avec, vous n'allez jamais les retrouver. À chaque fois quand ils viennent pour les contrôles, ils vont faire des contrôles, ils vont vous laisser une décharge. Avec cette décharge, vous pouvez venir au ministère du Commerce pour faire ci, pour faire ça, vous n'allez jamais retrouver. Et quand ils sont là comme ça, vous pouvez vendre comment? Avec les problèmes, avec tous les charges que nous avons, une journée de perdu. Plus de peur que de mal pour les douaniers. Le commissaire de police présent sur le théâtre des opérations a réussi à calmer les esprits surchauffés et à faciliter le retour à leur base. En principe, les résultats des sénatoriales doivent être connus dans 2 semaines. Le Conseil constitutionnel doit rendre public ces résultats et la Commission générale de recensement des votes vient d'entrer en scène. Quelles sont les étapes du processus électoral qui conduisent à la publication de ces résultats officiels des sénatoriales 2018? Élément de réponse avec Kate Diarra et Innocent Abega. La procédure qui mène à la promulgation des résultats de ces sénatoriales se décline en 3 phases et a été enclenchée dimanche au soir, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Il s'agit notamment du contentieux électoral, du recensement général des votes au sein de la commission dédiée et enfin de la proclamation des résultats. En effet, dimanche dernier, les procès-verbaux ont été convoyés au niveau des démembrements régionaux d'Elections Cameroun sans délai. Lesquels démembrements les ont transmis aux commissions régionales de supervision qui, à leur tour, dressent des procès-verbaux qui seront transmis à la Commission nationale de recensement général des votes. La commission, quant à elle, détient un délai de 5 jours afin de transmettre son rapport au Conseil constitutionnel. Dans le cadre de ces 5 jours, la Commission nationale remet son rapport et le Conseil constitutionnel lui a 15 jours pour proclamer les résultats. 15 jours
à partir du scrutin. Mais là-dedans, il peut y avoir un contentieux. Dans l'intervalle de ces 15 jours, il peut y avoir l'introduction de recours de quelques partis politiques en lice ou des conseillers municipaux. C'est la phase dite du contentieux électoral. Ces recours doivent être introduits dans un délai de 72 heures après la fin du scrutin. Pour les dernières sénatoriales, le deadline est fixé à ce mercredi. Si le grief est porté à une autre partie, le Conseil affiche dans les 24 heures la plainte, et puis dans les 48 heures, la partie adverse doit réagir. Il ne reste plus désormais au Conseil constitutionnel qu'à trancher le contentieux, le tout dans le respect des délais de 15 jours, prévus par l'article 240, alinéa 1 du Code électoral. C'est des juges, ça se passe selon les règles, mais simplement, tout cela doit se faire dans les 15 jours dont ils disposent pour proclamer les résultats. De ce fait, la promulgation des résultats tombe donc techniquement le 9 avril prochain. Où en est-on avec l'alimentation en électricité de 150 localités dans la région de l'Est? L'un des bailleurs de fonds de ce projet qui doit être construit au pied du barrage de Lompangar s'est rendu sur les lieux. Le diplomate français et ambassadeur de France au Cameroun a pu toucher du doigt les avancées dans la mise en œuvre de ce projet. Des précisions avec Benjamin Essam. Parmi les nombreux bailleurs de fonds du barrage de Lompangar, il y a l'Agence française de développement. Son financement global du projet est estimé à 39 milliards de francs, dont 13 milliards pour la maîtrise d'œuvre de l'infrastructure. C'est un ouvrage d'art d'une très grande qualité, d'une utilité formidable. Le travail qui a été fait par le Cameroun avec l'aide des bailleurs internationaux dont la France, l'AFD, est tout à fait remarquable et va permettre très vite de fournir de l'électricité grâce à cette régulation du cours de la Sanaga. Le reste de l'enveloppe aura contribué à l'amélioration des conditions de vie des riverains à travers le plan de gestion environnementale et sociale. On ne peut pas construire un ouvrage de cette importance-là sans intégrer complètement les besoins des populations, mais pas seulement la préservation de la faune et de la flore. Il y a un patrimoine ici exceptionnel. Eh bien, on a travaillé ensemble avec les autorités camerounaises pour les préserver après avoir d'abord traité les problèmes des populations. C'est ce qui justifie la visite du projet par l'ambassadeur de France au Cameroun. Gilles Thibault, accompagné du directeur général d'Electricity, a pu visiter quelques projets sociaux réalisés en faveur des populations impactées par le projet. Théodore Sangou a pu rassurer l'ambassadeur de France au Cameroun sur la construction imminente de l'usine de pieds devant alimenter 150 localités autour du barrage. Alors l'usine de pieds tant attendue est enfin là, puisque nous avons réglé enfin les problèmes de financement. Vous savez, on a été bloqué parce qu'un des bailleurs de fonds, notamment la B2AC, avait des difficultés. Le financement est restructuré entièrement par la Banque africaine de développement à travers le ministère de l'économie et de la planification. Et maintenant, on va, d'ici moins d'un mois, lancer le chantier de l'usine de pieds. Autre bonne nouvelle de cette visite, la construction imminente du pont sur le Lom à Touraké dans l'arrondissement de Bitaréouya. Des enseignements dispensés à l'université peinent à contribuer au développement au Cameroun. La préoccupation est au centre de 2 ateliers organisés à Yaoundé. L'objectif est de poser les jalons d'une formation universitaire qui intègre les enjeux de l'émergence socio-économique du Cameroun. Reportage Joël Essengue et Aïk Cyril. L'université de Yaoundé 2 veut joindre l'utile à l'agréable en formant des hommes et des femmes capables d'impulser le développement de leurs pays respectifs. Sous l'égide de l'Association des universités africaines, l'université de Yaoundé 2 organise au campus de Ngouaikele à Yaoundé 2 ateliers de formation, dont l'un en assurance qualité et l'autre en aptitude pédagogique innovante. Les universités aujourd'hui doivent avoir comme préoccupation centrale de former
les étudiants, de former les chercheurs pour que ceux-ci soient véritablement opérationnels en vue de permettre à nos pays d'atteindre leurs objectifs sur le plan économique et social. Pour ce faire, il est évident qu'il faut innover sur le plan pédagogique. Il y a une nouvelle pédagogie qui doit mettre l'apprenant au centre, qui ne doit plus être simplement quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui a la maîtrise quelque part lui-même de son évolution. De ce qui précède, il apparaît que le développement doit être au centre des préoccupations au sein des universités africaines. C'est d'autant que de nombreuses recherches révèlent que la plupart des personnels des institutions universitaires sur le continent souffrent du manque de connaissances et encore moins de compétences nécessaires pour assurer la qualité. Il faut donc innover sur le plan pédagogique et intégrer cette nouvelle approche pédagogique dans l'élaboration des curricula pour permettre qu'effectivement ceux-ci soient le plus pertinents possible. Et tout cela se met sous le concept général de l'assurance qualité. Aujourd'hui, nous devons avoir la préoccupation de nous interroger sur la pertinence de ce que nous faisons, sur les moyens de rendre de plus en plus pertinentes les formations que nous offrons. Les deux ateliers qui se tiennent à Yaoundé visent à créer une plateforme de discussion des normes et directives et du mécanisme africain d'évaluation de la qualité. Prennent part aux travaux les responsables des universités d'État et instituts privés d'enseignement supérieur du Cameroun, ainsi que des pays membres de l'Association des universités africaines. Durant sa récente visite d'État en Chine, le président Paul Biya a apprécié le développement industriel du rotin et du bambou dans ce pays, mais la réalité est tout autre au Cameroun. La vente des meubles en rotin a chuté, la créativité des artisans locaux s'effrite devant l'invasion des meubles importés et vendus dans les brocantes. Malgré le potentiel économique de cette filière du rotin, les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues. La professionnalisation et la valorisation des artisans locaux sont quasi inexistantes au grand désarroi de ces artisans. Ils s'expriment dans ce reportage de François Ducoumet et Auréole Tchoumi. Le Cameroun est le premier producteur de plantes ligneuses en Afrique. Pourtant, l'exploitation de cette ressource prisée en Chine et qui fait la fierté de l'Empire du Milieu reste à un stade embryonnaire. La bonne volonté des artisans camerounais ne change rien et leur quotidien s'obscurcit au fil du temps. Avant ça donnait un peu, mais maintenant au lieu que ça monte, ça grimpe, ça descend ça. Avant on vendait au moins 2 ou 3 savons, mais maintenant si tu as un savon par mois, c'est que tu... S'il y avait au moins les Occidentaux là, qui venaient peut-être prendre pour aller revendre, c'est que ça se passe. Mais il n'y a pas de... À l'artisanat central de Douala, on est bien loin du temps des affluences. Vous saviez que c'est les expatriés qui nous payaient les choses ici. Bon, après les villes mortes, ils sont partis. Et nous, on a eu la chute que vous voyez là. La concurrence asiatique fait rage, une concurrence déloyale selon les artisans. Avant, il y avait les Européens ici. Nous, il n'y a que les Chinois. Les Camerounais n'aiment pas les frais. Ils préfèrent payer plutôt chez les Blancs que de payer chez les Noirs. Un accord de partenariat Chine-Cameroun a été signé par le ministre des Forêts et de la Faune, mais les réalisations concrètes sur le terrain restent attendues par les acteurs du secteur. Oui, ces mesures-là ne sont pas concrètes. Puis chaque jour, nous entendons seulement, mais la réalité, on ne voit pas. Les producteurs à l'agonie lancent un appel au secours. Pour que les Camerounais apprennent à aimer les faits aussi. Aimer les faits. Qui cherchent à nous aider. Qui nous aident pour le bon avancement. La récente visite du chef de l'État en Chine lui a permis de toucher du doigt les merveilles du bambou et du rotin dans l'Empire du Milieu. Ce fait sonne comme le début d'un véritable coup d'accélérateur dans la revalorisation de ce secteur d'activité. Son handicap n'a pas entamé sa détermination à subvenir lui-même à ses besoins. Victime d'un accident il y a une dizaine d'années, un accident qui a réduit sa mobilité, un jeune Camerounais a choisi d'être chargeur. Il a évité la mendicité pour pouvoir subvenir lui-même à ses besoins. C'est un reportage signé Ekwa Claude et Gladys Sidier. Dudrik Mbani est motoboy, comme on le dit dans le domaine des transports au Cameroun. Autrement dit, son rôle consiste à charger les bagages des passagers dans le véhicule.
Amputé de la jambe gauche depuis 2009 à la suite d'un accident de la circulation, il se déplace à l'aide de béquilles. Son pain quotidien, il le gagne à la sueur de son front au lieu du camp Yabassi à Douala. En 2009, j'ai fait l'accident où j'ai arrêté de faire la mécanique. Je suis devenu motoboy, chargeur, comme on dit, ici chez nous à la gare routière. Je fais dans les voyages avec le chauffeur, je charge les petites voitures où je trouve mon pain quotidien pour nourrir ma petite famille et payer ma location. Son handicap n'est pas un frein à son épanouissement. Son travail nécessite une réelle force physique et Dudrik est parfois contraint de laisser ses béquilles de côté pour mieux effectuer sa tâche. Dudrik ne gagne pas grand-chose, juste de quoi se nourrir et s'acquitter des frais de location. Malgré les difficultés liées à son métier, qui nécessite une réelle force physique, il tient le coup. En fin de journée, il peut avoir mes 1500, 2000, j'ai aussi de quoi manger. Que de rester à la maison, passer le temps à quémander, il faut aussi chercher. C'est donc la raison pour laquelle je me bats. Je fais ça chaque jour, de lundi à dimanche, si je suis dans la ville. Quand je ne suis pas dans la ville, c'est que je suis à Brousse, en train de travailler. C'est dur. Quand tu viens le matin, on peut passer la journée, on ne trouve pas quelque chose. Sur le camp où s'effectue l'embarquement des passagers, la concurrence est rude. Il faut donc se surpasser. Dudrik se trouve parfois obligé de faire le voyage avec le chauffeur afin de maximiser ses revenus. Si on parvient à voyager comme vendredi, c'est pour rentrer samedi, si je vais au niveau de Yabassi. Et si on part de Douala, peut-être pour Nkondjok, je vais au vendredi, je reviens lundi ou mardi. L'état de route et tout, un peu comme ça. Il bénéficie du soutien de nombreux passagers et son travail est très apprécié. C'est un garçon brave, malgré son handicap, avec toute une force qu'il te tient. Il fait le meilleur de lui-même pour devoir trouver le pain de quoi manger. Il est même plus efficace que les autres. Que d'aller mendier en route, il a la force de se débrouiller comme il est en train de se débrouiller là. Pour notre devoir, c'est d'encourager. Faire de son handicap une force, voilà le message que Dudrik Mbami veut transmettre. Âgé de 34 ans, il a été admis au concours de la police en 2009. Seul bémol, les résultats ont été publiés une semaine après son accident. Mais il a su, tant bien que mal, rebondir dans la société. Parlons à présent de la transplantation oculaire. Elle bute devant l'inexistence d'une banque de la cornée rétinienne. Pourtant, de plus en plus de Camerounais ont besoin d'une greffe pour soigner la partie malade de l'œil et améliorer leur capacité de visualisation. Et vous allez le découvrir dans ce reportage de Mama Soufor, Dalaskana et Jean-Paul Chouniat, une opération chirurgicale qui a réussi avec une transplantation d'une greffe de la cornée de mort à un patient bien portant. Reportage. Au Cameroun, des milliers de citoyens souffrent de nombreuses pathologies oculaires. Le glaucome, la cataracte, le décollement rétinien, l'hypoptose aux poches sous les yeux, la dégénérescence maculaire. Sur des milliers de malades, bon nombre sont devenus aveugles et d'autres menacés de perdre la vue. Face au taux impressionnant de patients à la vue défectueuse dans le Noun, des ophtalmologistes allemands font ici des transplantations oculaires à partir du corps d'un mort, une pratique pas tout ancrée dans les us et coutumes africaines. La culture africaine ne permet pas qu'on prélève certains organes lorsqu'on a un corps et parfois même aussi la législation camerounaise. Bon, que faire des patients qui ont besoin de transplantation cornéenne? Dans le Noun, 300 à 400 malades ont besoin de greffons de l'œil. Seulement, moins de 25 cornées sont disponibles. Seule la législation camerounaise pourrait autoriser la constitution d'une banque de cornées pour une opération encore valant plusieurs millions de francs CFA. Si la législation supporte cette action-là, ça va amener très rapidement l'installation de banques de cornées au Cameroun. Le coût sera moindre et ça sera à la portée du Camerounais moyen.
L'opération n'est pas sans risque et pour cela nécessite des examens approfondis sur le sujet mort ainsi que le patient devant recevoir la nouvelle membrane. Vous ne pouviez pas aller prélever la cornée d'un patient qui avait l'hépatite et vous venez greffer ça chez un sujet qui est sain. En ce moment, vous le contaminez. Pour transplanter une cornée d'un mort à un sujet vivant, l'organe devrait avoir été prélevé du corps du donneur 6 heures après son décès. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Juste après cette édition du 20h, retrouvez l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.